Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quand vous étiez petit, vraiment petit, parce que je sais que je ne suis pas très... quand vous étiez vraiment très jeune, pourquoi est-ce que vous alliez jouer avec un objet ou un autre? Pourquoi est-ce que vous restiez chez vous? Ou est-ce que vous essayez de sortir dehors le plus souvent possible? Eh bien moi, voyez-vous, je ne me suis jamais posé cette question, parce que c'était évident, c'était tout à fait normal. J'essayais de tout vendre à tout le monde. Non, vraiment, j'essayais de prendre certaines choses et de me dire, lui, il pourrait payer pour l'avoir. Alors, de la simple ficelle que je récupérais par terre après un déménagement et que j'essayais de revendre aux voisins, très compliqué quand on vient d'emménager, d'expliquer que son fils essaye de revendre des ficelles aux voisins. Ou encore le fait que je montais carrément au village au-dessus de chez moi, en Corse, à Tcherviogne, pour aller ramasser des noisettes et j'essayais de les revendre encore une fois aux voisins. C'était mon premier marché. Eh bien, j'ai toute ma vie, du moins toute mon enfance, trouvé des projets et essayé d'apporter de la valeur. Au tout début, je jouais beaucoup à un jeu vidéo qui s'appelle World of Warcraft. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Dans ce jeu vidéo, on a des armures et on pouvait payer et dépenser de l'argent réel contre des avantages et des meilleures armures dans ce jeu. Alors, évidemment, je ne savais pas multiplier l'argent réel, sinon j'aurais claqué des doigts sans jamais m'arrêter. Par contre, je savais multiplier en trichant les armures dans ce jeu vidéo. Alors très rapidement, j'ai commencé à le faire, et je revendais aux joueurs, moins cher que le serveur World of Warcraft lui-même, les armures. Ça a duré quelques jours avant que je me fasse virer. Ensuite, je me suis dit, bon ben, il faut en retenir la leçon. Je vais monter mon propre serveur. Comme ça, je pourrai vendre à mes joueurs, il n'y aura plus de problème. Mais je n'ai pas réussi à leur vendre. Mon serveur était jeune, et quand j'allais voir les joueurs et je leur disais, pourquoi vous n'achetez pas ces armures? Pourquoi vous n'achetez pas? Je peux vous proposer des choses extraordinaires. Ils font, oui, mais ton serveur, il existe depuis quelques minutes. Ton serveur, on ne sait pas s'il va continuer demain, et on n'a pas confiance. Et là, j'avais compris, la confiance. Si on crée de la confiance, on a un bon lien et on pourra vendre. Quand mon serveur a pris de l'âge, qu'il a pris de l'ancienneté, les joueurs ont commencé à dépenser de l'argent pour être mieux lotis dans le jeu. Par la suite, j'ai continué à m'intéresser à la valeur sur Internet. Et là, j'ai découvert les sites de paris sportifs. J'avais à peu près 15 ans, aucun problème pour m'inscrire sur un jeu d'argent, puisque j'ai utilisé l'identité de mes parents à l'époque, et j'allais parier au nom de ma maman. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils font les sites de paris sportifs? Ils ont tous les scores de tous les matchs de foot de la planète en temps réel. Ils n'ont quand même pas un employé dans chaque stade, c'est pas possible. Eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais avoir cette information avant eux. Et donc, je prenais des positions sur les paris sportifs, je pariais sur le score exact du match, alors qu'il avait déjà eu lieu. Alors autant vous dire que j'étais très souvent très proche du score. J'ai volé plusieurs centaines de milliers d'euros à un site de paris sportifs français qui m'a tout de suite interdit l'accès et récupéré tous les fonds, évidemment. Tout de suite après, mes parents me remettent les pieds sur terre. Maintenant, t'arrêtes tes bêtises. J'arrive au lycée, un petit peu plus grand, les idées un petit peu mieux faites, et je me dis, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre? Et donc, bah évidemment, idiot, 15, 16 ans, je pose des questions à mes camarades, qu'est-ce que vous seriez prêts à acheter? Puis on rigole, oh, des idées toutes plus étranges les unes que les autres, et là, j'avais trouvé un bon produit. Quelque chose qui allait se vendre, quelque chose que tout le monde voulait essayer, on commence à être un petit peu jeune, par contre, il ne fallait pas se faire attraper. Là, il fallait être discret. Alors au début, j'en vendais à mes contacts de confiance, encore une fois. Au début, j'en vendais à mes amis. Puis après, quand j'avais plus de marché, j'avais plus de clients, j'ai demandé à mes amis de me présenter leurs amis. Augmentation du cercle de connaissances, augmentation des horizons et du marché. Sauf qu'à un moment, ben, les amis de vos amis n'ont plus d'amis non plus, ou sinon ça devient très très compliqué. Alors du coup, j'ai été voir un pote à moi qui était sacrément intelligent et il m'a dit, mais Owen, les surveillants, les pions, tout le monde a confiance en eux. Et le premier pion que j'ai été voir, il a dit, alors c'est vrai, les pions pourraient revendre pour toi, mais fais mieux. Les professeurs pourraient revendre pour toi. Et là, j'avais un réseau de distribution sans faille. On touchait l'intégralité du lycée. On était capable de vendre à n'importe qui. Très rapidement, ça s'est arrêté. L'administration s'en est rendu compte. Un petit peu violent, mais globalement, ça s'est bien fini. Par contre, vous n'imaginerez pas, jamais dans votre vie, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il a ressenti à ce moment-là, mais vous n'imaginez pas la tête de mon père quand il a découvert, caché derrière sa moto dans le garage, 250 vagins en plastique. Ça a été compliqué. Ouais, ils ont mis un moment aussi à s'en remettre. Si je vous raconte toutes ces petites histoires, c'est pour une seule et simple raison. J'ai fait des bêtises quand j'étais gosse, mais je me suis très vite rendu compte que malgré ces marchés plutôt différents les uns des autres,
Il y avait un point commun. Le point commun était toujours le même. Ça tournait autour de la confiance. Le serveur, les joueurs devaient avoir confiance au serveur pour dépenser de l'argent réel contre des avantages virtuels. Le site de paris sportif, j'arrivais à le doubler. Parce qu'il pensait avoir confiance en une information qu'il recevait, le score exact, alors que je l'avais eu avant lui. C'est comme ça que j'ai pu le doubler. Et encore une fois, quand on est jeune et qu'on vend ce genre de produit très délicat, d'ailleurs tout le monde venait et m'en achetait en disant « c'est pour un ami à moi », bien sûr, eh bien on devait avoir confiance, parce qu'on a peur que ce genre de choses se sache. Et j'ai vite compris que ce qui m'attirait, quel que soit le business, quel que soit le projet, quelle que soit la valeur, c'était le lien de confiance que je pouvais créer avec mon client. J'arrive dans une école de commerce lilloise, 18 ans, mes parents m'ont dit « cette fois-ci, tu recommences pas ». Mais je me lance sur Internet et je cherche toujours des nouvelles idées. Et là, je tombe sur une technologie qui s'appelle la blockchain. J'en ai entendu parler, ça venait du Bitcoin, son prix avait explosé. D'ailleurs, la plupart d'entre vous qui connaissent ce mot l'ont sûrement déjà entendu parce que son prix vient d'exploser. Je m'intéresse à la blockchain, de l'argent virtuel, son prix explose et des gens deviennent riches. Il manquait pas beaucoup d'éléments pour que je sois intéressé. Je vais sur Internet tout de suite, blockchain, je tape sur Google et là, la première ligne qui vous donne vraiment envie d'aller plus loin et de découvrir la technologie, c'est un registre distribué de stockage peer-to-peer. Je regrettais presque mes anciennes idées. J'ai continué à chercher et là j'ai compris d'où ça vient. En 2008, il y a eu une grosse crise bancaire. Les banques avaient abusé et avaient perdu de l'argent. Les gouvernements avaient dû renflouer les banques avec l'argent du contribuable, vous. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si demain je ne peux plus avoir confiance? Parce que tout repose sur la confiance. Qu'est-ce qui se passe si demain, quand j'ouvre l'eau de mon robinet, je me demande si elle est empoisonnée? Qu'est-ce qui se passe si quand le feu passe au vert, j'ose pas avancer parce que je me dis peut-être que l'autre il n'est pas passé au rouge, on va faire un accident? Tout repose sur la confiance. Qu'est-ce qui se passe si demain je n'ai plus confiance en ça? Ce petit bout de papier, c'est un bout de papier. Mais non, c'est un bout de papier rempli de confiance. Et c'est pour ça qu'on le garde. Et c'est pour ça qu'on fait attention à ce petit bout de papier, parce qu'on a confiance en lui. Eh bien, cette personne, en 2008, elle n'avait plus confiance aux banques, elle n'avait plus confiance au gouvernement, et elle s'est posé une question, qu'est-ce qui se passe si tout s'effondre? Comment je fais? Comment je fais pour prouver que c'est ma maison? Comment je fais pour garder mon argent? Si je veux dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui, mon gouvernement peut geler mes comptes, ils peuvent me dire non. Personne ne dira non, c'est mon travail, c'est mon argent, je l'ai mérité. Et ce monsieur-là, il a créé la toute première blockchain, le Bitcoin. Alors pour revenir sur ce mot un peu barbare, registre décentralisé, donc un espace de stockage. Imaginez plutôt un livre ou une clé USB, n'importe quoi dans lequel on peut stocker des choses. Et à côté de ça, en parallèle, peer-to-peer. C'est pas barbare, ça veut dire de particulier à particulier. Si je prends la bouteille et que je la donne à l'un d'entre vous, on peut dire que c'est une transaction peer-to-peer. Je ne l'ai pas donnée à une banque qui va venir vous la donner, c'était direct entre nous. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la blockchain, une technologie pourtant bien complexe. Imaginez un livre géant juste ici, à ma gauche. Oui, c'est la droite pour vous. Juste là, et on écrit tout ce qui se passe dans ce livre géant. On écrit ma position, on écrit comment je suis habillé, on écrit tous les mots que j'utilise, mais on écrit également où vous êtes et tout ce qui se passe. Par ordre chronologique. Quand une page est pleine, on passe à la page suivante. Si je donne quelque chose à l'un d'entre vous, on va écrire Owen a donné à tel moment, tel objet, à telle personne. Rien que comme ça, vous venez de comprendre comment on peut échanger des choses avec un espace de stockage. C'est un simple livre, mais si on se met tous d'accord pour lui faire confiance, et qu'il y a quelqu'un qui est en retard, très en retard, et qui vient s'asseoir au TED maintenant, en lisant ce livre depuis la toute première page, il va pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi, où est-ce qu'on en est, et surtout, cette bouteille d'eau qui est là par terre, qui est-ce qu'il a mis là et à qui elle appartient. Et c'est comme ça qu'avec un simple livre, avec un simple espace de stockage, on peut échanger de la valeur. Si dans la première page, j'explique qu'il n'y aura que 2 personnages dans ce livre, Monsieur A et Monsieur B, qui ont tous les deux 100 bitcoins, et que dans la première page, Monsieur A donne 50 bitcoins à Monsieur B, on n'a même pas besoin de calculer les comptes. On sait qui avait l'argent au début, quelles transactions ont été faites, on sait que Monsieur B en a 150 et que Monsieur A en a 50. C'est comme ça que ça fonctionne, la blockchain. C'est comme ça que ça fonctionne, le bitcoin. Et ce n'est pas un livre qui relie des pages entre elles. Ces pages, ce sont des blocs dans lesquels on met les informations. Et le livre qui relie tous les blocs, c'est une chaîne. Voilà pourquoi ça s'appelle la blockchain. Et voilà pourquoi ça permet aux gens d'échanger des choses. Il y a plusieurs exemples de la blockchain. Alors on voit beaucoup le Bitcoin. À la base, c'était pour être décentralisé. Ce livre-là est mis à jour par des milliers et des milliers de personnes. Un gouvernement ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut fermer ce livre. Un pays non plus, une monnaie non plus, un dictateur non plus. La blockchain, ça ne s'arrête pas.
Et la blockchain, ça ne sert pas qu'à échanger de l'argent. C'était la preuve, et évidemment, l'être humain a été très bon avec ça. Mais on peut faire plein d'autres choses. Il y a des assurances en France, vous êtes peut-être même assuré de cette assurance, qui rembourse 50% du prix de votre avion s'il arrive en retard. Alors bon, s'il arrive en retard, vous devez contacter votre assurance, l'assurance va contacter l'aéroport, vérifier que vous étiez sur le vol. C'est très compliqué, c'est très long, 4 à 8 semaines, et ça demande énormément de temps à l'aéroport, à l'assurance et à vous. Avec une blockchain qui a été créée par cette assurance, ils ont doté une blockchain, donc ce livre, d'une intelligence, on appelle ça un smart contract, et la blockchain, elle sait tous les avions de la planète, où ils sont et lesquels sont en retard. Tout de suite, quand un avion est en retard, elle va vérifier, est-ce que mon client, qui est chez moi, était sur cet avion. Si elle voit que le client était sur cet avion, elle vérifie, est-ce que le client avait souscrit à cette assurance? Oui. Est-ce que j'ai bien vérifié son identité? Oui. La blockchain envoie l'ordre à l'assurance de payer le client, tout de suite. Vous n'êtes même pas encore monté dans l'avion qui est en retard, la blockchain de cette assurance vous a remboursé. Encore un autre exemple, vous avez peut-être des panneaux solaires sur le toit de votre maison. Eh bien, vous ne le savez pas, mais c'est même valable en Moselle. Vous pouvez connecter votre panneau solaire à la blockchain SolarCoin, une autre crypto-monnaie. Dès que vous allez générer 1 kW d'énergie renouvelable, vous allez recevoir un SolarCoin. Et avec ce SolarCoin, vous pouvez faire plein de choses. Soit l'échanger contre de l'argent, vous générez de l'énergie renouvelable, vous êtes récompensé. Soit tout simplement aller voir une entreprise qui vend l'électricité et qui accepte, et il y en a une en Moselle par exemple, et payer plus d'électricité avec votre SolarCoin. Soit allez voir votre voisin et lui dire « Ok, maintenant, toi tu génères beaucoup plus d'énergie que moi, j'ai plus envie d'en acheter à telle personne, je vais t'acheter ton énergie à toi. » Et on retrouve le dialogue peer-to-peer. On retrouve ce contact. On n'a plus besoin d'une entité, d'un tiers qui va nous dire qu'est-ce qu'est la confiance ou pas. C'est ça, la blockchain. Ce n'est pas un outil sur mesure pour régler un problème sur mesure. C'est une boîte à outils avec de la pâte à modeler à l'intérieur et on peut faire la solution, on peut créer la solution qu'on veut au problème qu'on veut. Je ne vous dis pas que tout doit changer et que la centralisation, c'est pas bien, qu'on doit faire tomber les banques. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un jour, si on ne sait plus comment faire, si on n'a plus de solution, si tout se ferme devant nous, ce sera peut-être la dernière solution. Là où la blockchain a été pour moi un vrai bond, c'était la technologie qui incarnait la confiance. J'avais tourné autour toute ma vie. C'était une technologie informatique de mon époque qui allait être une révolution sans doute plus grande qu'Internet. Et c'était basé sur la confiance, l'essence même de tout ce qui m'animait, de ce qui me donnait cette énergie, ce qui me donnait envie d'aller encore plus vite et d'y aller encore plus fort. Pour moi, ça a été un bond, ça a été un démarrage. Mais ce que j'essaye vraiment de vous dire ce soir et ce que j'aimerais vous partager comme message, c'est que si d'un coup on perd la confiance en notre monnaie et que ce billet n'est plus qu'un bout de papier, si un jour notre gouvernement ne nous répond plus, ou si une guerre éclate, si un jour on n'a plus aucun dialogue, on ne peut plus prouver que c'est notre maison, tout se ferme devant nous, eh bien à ce moment-là, et je vous le garantis, la blockchain sera notre rebond collectif. Merci.